Super À cap. date, c'est Super Mom. Ça dépend. Avec 4 ou sans 4. Ça dépend. Bah, surtout qu'il y a une héroïne qui s'appelle Kathleen Hein? dans Hunger Games. C'est vrai. Je vais faire un décompte. Elle écrit Kathleen. Ouais. Ouais, c'est Hein? Kathleen. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais Kathleen, Je suis vraiment déconnectée. Oui, Mes après, enfants m'ont dit qu'il y après, je l'ai avait jamais un vu Hulk écrit, fille. hein, Je crois qu'il y a un Hulk fille. Puis Captain America est rendu noir. Je suis comme, ah, quoi? Hulk fille, Captain America noir. Et moi, je suis déconnectée. Et le Hulk rouge dans le. Moi, je peux leur parler de Quantum Entanglement. Je peux leur parler de Quantum Information. Je peux leur parler de tout ça, mais Hulk fille, non. Je savais pas. La caméra, c'est celle-là. OK. Est-ce que tu fais un intro avant ou pas? Je sais pas, je la ferai peut-être à la fin, en fait. OK, ouais, bonne idée, parce que là, on est déjà. Ouais, on va mettre la Il nous reste 1 heure. Ouais, tranquille. On ferme les téléphones? Comment? On ferme les téléphones, ton son est coupé. Oui. Super! C'est bon? Vous n'avez pas trop fait la cheminée, là? C'est pas trop chaud, là? Ouais, moi, j'ai chaud. Ça commence à chauffer, là. Hein? Ah, c'est une vraie cheminée? Non, non, c'est ça. Non, 5, you got 3, 2. Allez, on démarre. Donc, merci d'être là. Ce premier podcast qu'on fait à Shawinigan au DigiHub. Merci au DigiHub de nous accueillir. Merci à Normand de nous accueillir dans ce merveilleux studio qui nous a été prêté. Aujourd'hui, on va faire connaissance. Le mot central de cette discussion, c'est le narratif. On va essayer de parler de nos parcours, de voir d'où vous venez, parce que pour moi, le narratif, c'est ce qui fait ce qu'on a envie de raconter quand on est entrepreneur, d'où on vient. Et souvent, quand on fait l'exercice de se rappeler d'où on vient, ça permet aussi de voir tout le parcours qu'il y a derrière. Ça peut inspirer d'autres entrepreneurs, bien souvent. Hein. On va parler de vos réussites, de vos échecs et de pourquoi est-ce que vous êtes entrepreneur aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive et qu'est-ce que vous avez envie de dire à d'autres entrepreneurs ou entrepreneurs en devenir qui se cherchent, qui se demandent est-ce qu'il faut se lancer, est-ce que j'ai des projets, est-ce que j'ai des choses intéressantes à raconter. Donc je vais déjà vous demander de vous présenter les uns après les autres. Alors on est des gens galants, on va commencer par Kathleen. Kathleen, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui dans ton parcours d'entrepreneuse? C'est bien, partir avec moi au début. Ah, Je brise la glace. J'ai même pas un template d'un de mes collègues à côté à suivre. Fait que je vais y aller. S'il y a quelque chose, bien, posez-moi des questions, Bah, puis c'est le but. j'élaborerai sur si je saute un peu trop, puis coupez-moi si je vais trop long. Je suis capable de raconter plusieurs histoires. Je suis qui? Je viens de où? Je viens de nulle part en particulier. J'ai fille de militaire, ça me décrit beaucoup. Je déménage aux 4 ans. C'est pas de ville, c'est de maison. Je suis venue ici à Shawinigan après ma maîtrise en administration d'affaires, mon MBA. Mon parcours est particulier. J'ai commencé comme programmeur. Puis en tant que femme programmeur, on était 2 sur une cohorte de 100. Les 2, on a fini, mais je veux dire, c'est vraiment pas beaucoup. Puis quand tu rentres à travailler dans ce métier, puis tu commences à programmer, c'est encore pire. Fait que j'ai tranquillement pas vite commencé à travailler et je me découvert au travers du travail plus qu'à l'école. Et c'est là que j'ai continué mes études à temps partiel pour aller chercher mon bac en gestion de l'informatique. Et une fois que j'ai eu ça, j'ai commencé à faire de la gestion de projet. Okay. Et là, je me suis trouvé une vraie force dans la gestion de projet. J'ai obtenu plusieurs certificats. J'ai continué à travailler dans le domaine public, dans le domaine fonctionnaire, au niveau de l'hôpital. J'aimais gérer les projets parce qu'un projet, c'était une curiosité. Tu arrives dans un nouveau département, tu apprends tellement sur ce nouveau département-là, puis tu arrives avec tes compétences en informatique puis tes liens avec. Fait que c'était beaucoup de la gestion que je faisais. Alors, juste, petite parenthèse, qu'est-ce qui t'a motivé à t'orienter vers la programmation? C'est quoi qui à un moment donné t'a dit bah tiens, c'est ça que j'ai envie de faire? OK. Et est-ce que moi, j'ai tu le vécu regrettes? ma crise de 40 ans à 18 ans
Et OK. je savais pas du tout quoi faire de ma vie. Je voulais pas devenir un adulte. Quelle drôle d'idée de vouloir devenir un adulte, puis avoir des responsabilités, puis travailler. Moi, je préférais rester... N'importe quoi. Oui, c'est ça. Et là, mon papa a dit, toi, tu t'en vas faire une 12e année. Ici, au Québec, normalement, tu finis en secondaire 5, puis tu rentres au cégep, puis tu dois choisir au cégep si tu dois faire un parcours universitaire ou tu dois faire un parcours plus technique. Puis moi, j'étais pas prête à faire ce choix. Fait que mon père m'a trouvé une 12e année, fait que faire une autre année générale. Puis dans cette 12e année, l'univers a mis devant moi un cours de programmation. OK. J'avais des mathématiques, j'avais de la programmation et j'ai tapé 100 dans mon cours. Fait que mon père a dit, bah, par rapport à tes notes, tu t'en vas en programmation. J'avais aucune idée c'était quoi. Fait que c'était mon gérant de carrière. J'ai jamais vraiment choisi ma OK. carrière. C'est pour ça que je dis, si on se cherche dans la vie, la première des choses, c'est trouver un métier, sors, travaille. Tu vas apprendre beaucoup sur toi-même, beaucoup plus qu'à l'école. Sur les bancs d'école, on apprend à régurgiter de l'information qui, dans notre ère aujourd'hui, n'est vraiment pas utile. Je veux dire, Oui, puis en plus, c'est pas toi qui avais ça en tête parce que tu avais je vu savais même des pas que ça choses. existait. Tu savais pas que ça existait, donc tu as été mise devant cette possibilité. Et c'est là où tu t'es découverte. Est-ce que c'est devenu une passion ou est-ce que c'était juste un Ah non, moi, j'étais moment... une terrible programmeur. Ah, moi, j'étais pourrie, là. Moi, c'était comme le syndrome de la page blanche quand on arrivait à me demander un programme. Je dis j'étais pourrie. Tu sais, je veux dire, j'ai passé avec des belles notes. Je suis capable de régurgiter à l'école. Tu sais, c'est un skill. Mais j'étais pourrie comme programmeur parce que j'avais le stress de la page blanche et je détestais ce stress de page blanche. J'étais bien meilleure à déboguer le code des autres. OK. Fait que souvent, je m'en allais dans « t'as un bug, t'es plus capable de le voir » parce que t'es tout le temps dans tout. C'est toi qui l'as écrit, fait que tu le vois pas. Puis moi, je ramassais ça, OK. puis, tu sais, je D'où rentrais dans le... la gestion de projet, la capacité de prendre En du fait, recul. mon super pouvoir, quand tout va bien dans ma vie, c'est de solutionner les problèmes. OK. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Pour un entrepreneur, c'est même une qualité essentielle. Alors, on va revenir sur ton parcours. On va demander à... Rappelle-moi ton prénom. Yvan. Yvan. Toi, c'est quoi tes études à toi? J'en ai pas. OK. T'as pas fait de 12e année, t'as même pas fait de première. Moi, je me suis rendu au cégep. OK. Et puis, moi, je voulais être ingénieur en robotique il y a 40 ans de ça. OK, oui, j'allais dire, c'était le siècle dernier. C'est ça, c'est ça. Et des fois, la vie t'amène des choses que tu ne contrôles pas. Et mon père a fait un AVC. OK, Et j'ai dû commencer à travailler pour d'accord. subvenir aux besoins de la famille. Donc, j'ai abandonné mes études à ce moment-là. Et la vie m'a amené finalement à faire plein de choses pour subvenir aux besoins de la famille. Et fil en aiguille, j'ai décidé de trouver un emploi qui pouvait me donner de la formation. OK, Et j'ai commencé à l'âge de 19 ans à travailler pour un détaillant qui vendait des produits Canon. Et Canon nous donnait de la formation. OK. Donc, j'ai pu continuer à prendre de la formation, payer, au lieu de payer pour aller Quel prendre de la type de formation. produit Canon? Plutôt les À copieurs? l'époque, là, parce que là, je parle de l'époque, là, je suis Oui, rendu à je cet parle âge-là, d'un moi, temps je parle- que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est ça? Oui, c'est ça, exact. Donc, j'ai commencé à prendre de la formation sur des machines à écrire. OK. Puis là, il y avait le petit écran que tu pesais Enter. T'étais-tu Ah, content? même pas, comme même ça? pas, il y non, avait, il y avait c'était encore des toc-toc-toc. Avec le Tipex pour corriger, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, moi, j'avais pris une formation au cégep en électronique. Donc, j'ai été embauché comme électrotechnicien pour faire de la réparation d'équipements électroniques. Et quand même, je me disais, bon, dans ma tête, Canon, c'est quand même une belle compagnie. Et puis, ils font beaucoup de recherche et développement. J'ai commencé à prendre de la formation. J'ai vu apparaître le télécopieur. J'étais le premier, probablement, à prendre le cours de formation technique sur ces équipements-là. J'étais le premier à en vendre. Et ce qui m'a amené, moi, en affaires, c'est un peu ce parcours-là. J'ai été intrapreneur
pour l'entrepreneur pour lequel je travaillais. Parce que là, moi, je trouvais des produits extraordinaires. Quand j'allais chez les clients pour réparer, mettons, leurs vieux équipements, je disais, hey, quand j'arrive d'une formation, ta. Et là, ils disaient, tu m'enverras ton vendeur. Et c'est quoi pour toi qui a déclenché cette envie d'entreprendre? Parce que tu étais dans une grande entreprise, donc ça veut dire que C'est ton naturel, parcours ça, hein? était un peu écrit. Bien, tu sais, même avant que mon père ait des problèmes de santé, j'avais déjà ma petite business. Fait que OK. j'avais déjà un peu le. J'ai comme toujours voulu aider. Moi, je suis un gars, j'aime ça aider les autres, puis je me disais, bon, ben j'ai des capacités, en tout cas, toute ma vie, là, j'ai toujours été catégorisé comme à part des autres. Je vois pas les choses de la même façon, je fais pas les affaires de la même façon. Puis je me disais, ben comment je peux aider les gens? Puis c'est un peu tout ça. Là. Quand j'ai dû arrêter mes études puis commencer à travailler, bien, de pouvoir avoir des formations. Puis moi, j'ai vraiment mis de l'emphase beaucoup sur mon employeur. Toutes les formations, je les veux toutes. OK. Donc Donc c'est un peu comme Kathleen, c'est cette volonté de résoudre des problèmes. ouais, Hein, c'est ça, vous aimez les problèmes, quoi. ouais, Non, c'est- oh! Karma. on aime résoudre des Vous problèmes. aimez On a- résoudre les Oh! problèmes Mais- des autres, pas les vôtres. Mais il y a toujours des problèmes autour de nous. Hein? Ah, ben oui, mais non, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est super intéressant de voir que on choisit pas forcément d'être entrepreneur, c'est des choses qui nous tombent un peu dessus à un moment donné. Et le parcours familial, le parcours de l'entreprise, c'est quelque chose qui n'est pas forcément écrit d'avance. Est-ce que vous avez dans la famille des entrepreneurs? Est-ce que vous avez d'une famille d'entrepreneurs? Oui. Oui. Nouilles? Oui, ouais, Ah, c'est ça. Ouais. Ben, j'ai appris tard que mon grand-père était un homme d'affaires. OK, Parce d'accord. que je ne l'ai jamais connu. Oui, oui, mais donc c'est pas en regardant ce que faisait Non. quelqu'un dans ta famille que tu as été inspiré pour Non, pas du tout. faire ça. OK. Et toi, Kathleen? Toute ma famille est fonctionnaire. OK, ouais. Tu sais, de mon père qui est militaire à ma mère qui travaillait des contrats fonctionnaires, à ma tante, à mes oncles de l'autre côté qui sont professeurs, donc je Ouais, donc considère fonctionnaire. t'es le petit Mais- canard. Non, parce que toute ma famille fonctionnaire avait toujours des plans à côté. OK. Ils ont toujours eu des entreprises à côté, OK. un magasin ici à Shawinigan, une discothèque, des blocs. Tu sais, il y avait toujours un à côté. Mais jamais assez pour se défaire de ce que j'appelle la prison dorée du Fonds de pension fédéral. D'accord. OK. Olivier, toi, tu es français. Oui, Bah, désolé. Hein. toujours. Bon, en tout cas, c'est la parité. Oui. 2 Français, 2 Québécois. Toi, tu nous viens d'où, toi? Alors, je viens de la région Grand Est, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Donc, j'ai grandi dans les 3 régions de la région Grand Est. Au départ en Lorraine, la ville de Metz, puis après Bar-le-Duc, toujours en Lorraine, ensuite en Haute-Marne, à Saint-Dizier, puis ensuite à Strasbourg pour terminer mes études et démarrer ma carrière enfin, professionnelle. une région. J'ai vécu à Lahr pendant 4 ans. Ah, d'accord. Où ça? À Lahr, c'est une ville allemande tout Ouais. près de Ah, Strasbourg. tout à OK. fait. Ah, ouais. ouais. Bon, nous, on ne connaît pas. Tout ce qui est de l'autre côté de la frontière, les Alsaciens, ils ne connaissent pas. Ils ont un parcours comme ça. Donc oui, tu es allé dans une ville civilisée qui s'appelle Strasbourg. Oui, oui. Et, en étant fier de ma ville d'origine, Metz également. C'est des petites chamailleries. Oui. Tu sais, on vient de la même grande région, Grand Tout à Est, fait. mais moi, je suis alsacien de souche, puisque moi, je suis né à Colmar. Mhm. Donc Metz, Moi, je n'ai que 25% de mon sang alsacien. C'est pour ça que. voilà. Mais on l'accepte quand même. Par ma grand-mère. ouais. Et donc, toi, ton parcours, c'est quoi? C'est quoi tes études? Parce que tant qu'on y est, Oui. on va se raconter nos études. Donc moi j'ai suivi mon père à un moment donné pour un déménagement, parce que lui travaille dans le domaine de la banque. Mes 2 grands-pères aussi viennent du domaine de la banque. OK. Et donc de Metz à Bar-le-Duc, puis ensuite Saint-Dizier, puis ensuite Strasbourg pour terminer mes études. Donc mon parcours c'est un bac littéraire. Wow. Il y avait plus de filles que de garçons, c'était quand même plus C'était intéressant à pour l'époque. le choix c'est- était facile. Euh, Ensuite, un BTS, parce qu'à Saint-Dizier, là où j'étais, c'est une très petite ville, pas d'université. Donc, j'ai fait un BTS de gestion PME, PMI. OK. Puis, je ne savais pas du tout quoi faire de ma vie. Je suis parti à Londres comme serveur. Et c'est à Londres que j'ai découvert qu'il y avait plein de choses à faire dans le monde, qu'il y avait plein de gens atypiques.
parce que je me trouvais atypique, j'avais du mal à savoir qui j'étais, pourquoi j'étais là, pourquoi je C'est me... pour ça que vous êtes rendu au DGHub, un collaborateur atypique. Tout à fait, tout à fait. Et donc, se trouver dans le monde d'aujourd'hui, c'était compliqué. Je voyais mon père qui avait fait toute sa carrière au même endroit et je me disais, si je fais la même chose que lui, je vais devenir ce qu'on appelle en français has-been au bout de très peu de temps. Et qu'est-ce que je vais devenir par la suite? Donc, l'idée, c'était d'aller à Strasbourg, qui était la ville principale dans l'est de la France, de commencer des études plus stratégiques en faisant une sorte de master en marketing dans une école de commerce, puis commencer à apprendre dans un contexte nouveau. Donc c'était ça mon idée de départ, d'aller à Strasbourg, de me faire accepter, commencer à savoir là où je devais aller, ce que je pouvais devenir. C'était à peu près ça. Ok, et à partir de quand tu as switché du côté entrepreneur? Alors, c'était vraiment une grande réflexion dans ma tête. Je voulais apprendre des choses sur la durée. Je me trouvais hyper normal, beaucoup trop normal, et j'étais bon dans rien de spécial. Donc je me suis dit, il faudrait que je sois bon dans plusieurs choses moyennement. Et vu que j'étais très mauvais en sprint, j'avais des gens qui pouvaient être meilleurs que moi en une journée, là où au bout d'une vie, je n'aurais même pas réussi à les atteindre. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux apprendre sur la durée qui sera très difficile à copier dans une obligation d'apprendre. Ok. Et donc de développer le leadership dans l'incertitude plutôt que dans la certitude. Donc je me suis dit, il faut que je change de pays. Il faut que je devienne entrepreneur, je ne venais pas d'une famille d'entrepreneurs, et il faut que je m'oblige à faire les choses jusqu'à commencer à comprendre, commencer à réussir, commencer à avoir des bons réflexes, etc. Je n'avais pas de limite de durée, je n'étais pas marié, pas d'enfant, donc j'ai quitté Strasbourg à 28 ans, après un début de carrière dans l'accompagnement des entreprises dans une organisation de protection sociale. J'ai tout vendu, et puis je me suis dit, j'avais 3 000 $ en poche, c'est l'obligation pour venir. J'ai pris un PVT, je me suis mis en colocation. Je ne savais même pas que c'était possible pour moi d'accepter de faire ça. Donc je dirais de me rabaisser entre guillemets dans ma carrière pour apprendre des choses sur la durée et évoluer. Et puis 4 ans de colocation et 3 ans pour développer mon projet, 1 an à partir de la France et 2 ans au Québec avant de savoir vers où je devais aller. Ok. Et pourquoi le Québec? T'as pris une map monde, t'as jeté une... J'hésitais entre l'Australie et le Canada. Ouais, comme souvent. L'Australie était trop loin, à mon avis, pour aider des entreprises Ouais, et puis il y a européennes. beaucoup trop d'animaux dangereux. Ça, j'avoue que c'est un argument assez fort. Et puis le côté franco-canadien, le côté belvédère du monde qu'on trouvait au Québec. Je trouvais qu'il y avait déjà assez de difficultés pour moi, changer de continent, devenir entrepreneur, si en plus je devais tout faire à 100% en anglais. J'avais refait un diplôme en anglais, mais il fallait du temps pour que je puisse faire la même chose en anglais. Ok, ouais. Intéressant. Après, alors moi j'ai regardé un peu vos LinkedIn. Hein. Et était-tu à jour? Alors, je vais vous montrer hein, la copie d'écran. Donc ça c'est Kathleen. Ok. Alors celui de Yvan, je ne l'ai pas. Mais par contre, ça, c'est le LinkedIn de notre ami Olivier. Ah, bah, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Alors, quand même, je dois dire, je suis assez impressionné parce que tu as fait tellement de choses dans tellement de domaines et en même temps, en plus. Tu peux nous expliquer cette boulimie de projets Les gens ont l'impression que je fais énormément de choses, mais j'ai l'impression que c'est la seule manière d'amener un projet plus loin, c'est d'en faire plusieurs en même temps. J'ai très vite compris quand j'ai changé de ville de Metz à Bar-le-Duc, Metz une ville de 200 000 habitants, vers Bar-le-Duc une ville de moins de 15 000 habitants, je me suis pris beaucoup de claques parce que c'était un peu aux habitants de Bar-le-Duc de s'habituer à moi plutôt que l'inverse. Et donc j'ai vite compris qu'il fallait que j'apprenne et que j'écoute. Ensuite, je suis arrivé à Saint-Dizier, c'était la même chose. Strasbourg, c'était encore autre chose. Les Alsaciens ont mis du temps à m'accepter. Ça prend du temps, surtout si on parle pas. Ça met toute une vie des fois. Hein. Oui, parfois c'est le cas, et surtout si on ne parle pas l'alsacien. Et l'idée, c'était de se dire comment comprendre plusieurs points de vue pour être capable, comme on le dit en open innovation maintenant assez régulièrement, de créer un point de vue commun, un sens commun sur la durée. On n'a plus le temps de se tromper. Donc il faut réunir les bonnes personnes, il faut les comprendre. Parfois, c'est un point de vue d'investisseur. Parfois, c'est un point de vue de recherche et développement, point de vue de commercialisation, point de vue international, point de vue de Sherpa, parce que je suis un peu un Sherpa qui accompagne les autres pour aller plus haut. Si moi-même, je ne suis pas capable d'aller plus haut et de comprendre les autres, comment je vais faire pour amener les autres plus loin?
Et donc l'idée, c'est de s'obliger à prendre en cercle un ensemble de points de vue pour être capable de ne pas choisir un camp, mais de créer un camp commun. Et ça, on m'a souvent reproché de ne pas choisir mon camp, choisir le camp des Québécois, versus les Français, ou inversement, choisir le camp d'un investisseur par rapport à un entrepreneur, ou le camp d'une organisation privée par rapport à une organisation publique, et garder une certaine neutralité pour créer un consensus durable. C'est le défi que je me suis donné d'apprendre pour créer une compétence qui tienne. Et dans un monde où on veut aller vers l'IA durable, la cybersécurité durable, le quantique durable, etc., commencer par créer des raisonnements communs qui sont robustes, qui peuvent survivre à des tas de choses qui peuvent arriver dans le futur. Pour moi, c'était très important. Donc, créer un sillon sur la durée, apprendre sur la durée et créer des réseaux puissants sur la durée, c'était ça, pour moi, c'était inévitable. Ok. Maintenant qu'on a fait un peu ce petit tour d'horizon, que vous êtes revenu dans votre jeunesse, qu'est-ce que vous aimeriez dire aujourd'hui au petit garçon, à la petite fille que vous étiez à l'époque, qui vous permettrait de faire d'autres choix? Est-ce que vous voudriez faire d'autres choix? Est-ce qu'il y a des moments où vous murmuriez quelque chose à l'oreille en disant « fais attention à ça » Investi dans le Bitcoin en 2011. Ah, toi aussi! Non, mais la question, elle est très difficile parce que, premièrement, je regrette rien dans ma vie. Je ne pense que rien pourrait être changé parce que si tu changes la moindre petite chose, je ne serais pas ici aujourd'hui, puis je ne serais pas comme je suis aujourd'hui. Toutes les difficultés qu'on passe au travail, ça nous fait grandir. Si j'aurais eu aucune difficulté, je pense que je ne serais pas capable de faire mon travail ou être une bonne mère. Fait que je changerais rien, je dirais rien à la personne. Par contre, si on tourne la question puis on dit qu'est-ce que je dis aux jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce que je dis à des gens qui sont au secondaire, qui sont à veille de vivre la crise de la quarantaine à 18 ans, à 17 ans, et premièrement, je leur dis les diplômes. C'est simplement pour dédouaner ton futur employeur, ton patron immédiat. Il va dire « Ah, tu as un certificat PHP en gestion de projet » ou « Ah, tu as un MBA. » Parfait. Si tu es pourri, bien, je vais pouvoir blâmer ton diplôme et dire à mon patron « Ah, bien, écoute, je ne savais pas qu'il était pourri, il y avait un MBA. » C'est la carte de visite qui te permet d'avoir... Personne ne va regarder tes notes, mais ce que tu vas apporter au travail, c'est ton expérience. D'accord. J'engagerai jamais, Ça va sur peut-être deux changer candidats, ça, hein, mais... Sur 2 candidats, les 2 ont un MBA qui ont eu leur carte de visite. Ils ont leur carte de visite, sont devant moi. Celui qui a fait plein de projets, qui s'est impliqué, qui travaille en entreprise, qui fait du bénévolat, qui s'implique dans les organisations, lui, il va avoir de l'expérience. Lui, il va avoir de la curiosité, puis il va être prêt à venir travailler avec moi pour avancer. La personne qui a eu des A+, qui s'est consacrée seulement à étudier qu'est-ce qu'il y a dans des livres et rejeter ce qu'il y a dans les livres pour faire plaisir au correcteur d'examen, lui, il va passer après. OK. Il faut se connaître. Il faut connaître nos forces, il faut connaître nos faiblesses. En entrepreneuriat, il faut que je connaisse mes faiblesses parce que je ne peux pas, je suis médiocre à tout, mais il y a des choses que j'ai un peu plus de facilité et je dois m'entourer de gens qui vont venir combler mes lacunes pour avancer plus. Fait que c'est pas en les cachant, c'est pas en disant « moi, je suis parfait », c'est pas en... Tu sais, c'est vraiment une connaissance de soi qui n'arrive que en faisant des choses, en faisant des trucs. En te confrontant à des situations où tu n'es pas forcément à l'aise, mais tu vas tester des choses. Tu es d'accord avec ça, Yvan? Oui, tout à fait. Tu n'oserais pas la contredire, déjà, ça c'est la première chose. C'est parce que ça me manque dans notre culture. Ça me manque présent. Puis tant mieux, l'intelligence artificielle va venir bousculer ça assez rapidement. Surtout si il y a plus d'enfants qu'il y a des parents comme nous qui vont leur dire. Je fais la dictée, par exemple. C'est important d'apprendre à écrire, mais si tu es ta faiblesse, l'écriture, puis tu n'as pas une facilité pour la langue, prends une intelligence artificielle, prends ton document en photo, demande-y où tu as fait les fautes, corrige tes fautes, pense à d'autres choses. OK. T'sais, ne t'accable pas pour des faiblesses qui vont... Travaille tes forces,
OK. Tu sais, focus pas sur toutes tes faiblesses. Tu vas venir t'accompagner avec un outil. Mais si tu te travailles tes forces, tu vas pouvoir être une force pour quelqu'un d'autre. Si tu travailles juste tes faiblesses, tu vas devenir médiocre. OK. Et l'expérience. Ça manque dans notre culture. On parle beaucoup de « t'as-tu tel diplôme? T'as-tu tel diplôme? » Je sais, moi, j'ai cash. Mon LinkedIn n'est peut-être pas à jour parce que souvent, je vais arriver dans Non, des mais il meetings. est bien, hein, ton LinkedIn. Hein. Mais souvent, je Faut vais pas arriver se dans mes comparer meetings. à Vous savez, là, Olivier, la hein. liste là, qui dit qui est présent, là, puis il y a toutes les petites lettres à côté des noms. Bien, souvent, moi, mon nom, c'est écrit Kathleen Jobin. Puis là, quand on commence à ne pas m'écouter, là, je vais dire, tu sais qu'il manque Scrum Master, il manque mon bac, Ouais. il manque mon MBA, il manque mes petites lettres. Puis là, on met mes petites lettres, là, on commence à m'écouter. OK. Mais l'expérience, l'apprenti, travailler avec quelqu'un d'autre, dire, moi, je vais te suivre. C'est tellement important puis pas assez valorisé, l'apprenti. OK. Toi, Yvan, Tout à fait d'accord. tu aurais quelque chose à dire au jeune homme que tu étais à cette époque-là? Le mettre en garde de quelque chose? Ou pareil, tu te dis, j'aime tout ce qui comme s'est j'ai passé. dit au début, ce que je voulais faire, puis ce que la vie m'a amené à faire, je pense que je ne le changerais pas moi non plus. C'est pas ce que je voulais faire, mais ce que j'ai fait, finalement, je l'apprécie. Ça fait effectivement la personne que je suis aujourd'hui. Et ce que je peux dire aux jeunes, moi, j'en ai pas de papier officiel d'institution d'éducation, mais j'ai de l'expérience. Beaucoup d'expérience. Puis oui, de la formation, j'en ai pris. Je vous l'ai mentionné tantôt. J'ai plein de certificats, mais c'est des certificats de formation que j'ai pris par des manufacturiers. Mais j'en ai pris, comme je vous disais tantôt, tout ce que je pouvais prendre. Donc, j'ai pas de papier officiel universitaire, mais j'ai probablement beaucoup plus d'expertise que n'importe quel universitaire aujourd'hui. Parce que toutes les formations que j'ai prises, je les ai mises en pratique. J'ai aidé plusieurs milliers d'entreprises dans ma vie à aller plus loin, parce que mon but, c'est d'aider les gens. Puis les gens, moi, c'est en entreprise que je pouvais le faire. Donc, j'ai aidé vraiment. Puis je fais un petit peu cette réflexion-là depuis quelques semaines, parce que j'ai été appelé à faire une conférence pour la première fois de ma vie à la ville, par la Chambre de commerce de Louisville, Masquinongé. Et un petit peu comme aujourd'hui, ils m'ont demandé, tu peux-tu être là demain matin? On cherche quelqu'un pour parler d'intelligence artificielle. Je me dis, je suis capable de parler d'intelligence artificielle, mais je n'ai pas de formation officielle. Mais je suis là-dedans, à tous les jours. Tous les jours, je suis là-dedans. Puis la première entreprise que j'ai implantée de la technologie, c'était en 1990 à Louisville. OK. Ça donnait bien. Ça m'a comme... ça fait 35 ans. Là, 35 ans, j'ai installé un système de numérisation de documents à la commission scolaire de Louisville pour les ressources humaines. Ouais, J'avais prédit à ce moment-là que dans 10 ans, il n'y aurait plus de papier. On est attaché à notre papier et notre crayon. Ouais, j'ai pas ça fait ma revient job. un peu le papier. Je pense que j'ai pas fait ma job comme il faut, mais bon. Fait que, on peut être en affaires sans nécessairement avoir passé par l'école. Je dis pas de ne pas y aller. Là. Ouais, Non, mais- c'est ça. Mes employés actuellement ont toutes des formations, puis il y en a qui viennent faire un stage, puis il y en a qui ne voudraient même pas finir leur formation parce qu'ils aiment ça travailler avec moi. Puis je leur dis, non, finissez votre formation, Ouais. c'est important. De toute façon, il n'y a pas de Un diplôme bac en d'entrepreneur, hein. littérature. Bah oui, oui. Moi, Est-ce qu'on va voir j'ai un bac career en manager? mécanique automatisme. Ah, bah, c'est- Et après, j'ai fait un diplôme d'art plastique. T'as qu'à voir. Fait que, tu sais, ce que je pense qu'on essaie de dire, c'est qu'il n'y a pas de bac en Mais entrepreneuriat. c'est ce que je viens de Il dire. n'y a pas de certification diplôme d'entrepreneur. en entrepreneuriat. La seule façon de l'acquérir, c'est de le faire. Mais c'est quoi pour vous la petite étincelle qui fait la différence entre quelqu'un qui veut entreprendre et quelqu'un qui a envie de suivre un parcours Le risque, OK, l'aventure, la curiosité, c'est le dépassement. les problèmes? Non. Si, Moi, je t'assure, Cathy, moi? la résolution des problèmes, regarde, L'étincelle, si j'ai du plaisir à résoudre les problèmes. Non, moi, c'est la liberté. OK, Puis ça a un couteau à deux tranchants, la liberté. Moi,
Rapidement, j'ai su qu'avoir un patron, c'était inutile. possible. Non, inutile. Compliqué. Compliqué. C'était un autre truc à gérer. Et j'ai besoin d'avoir cette autonomie. J'ai besoin d'avoir cette liberté de pouvoir être ici ce matin. C'est une liberté. Je n'ai pas eu à poser la question à mon patron. Je gère mon horaire. Je pouvais être ici. Ça a un couteau à double tranchant. Ne pensez pas que cette liberté vient gratuitement. Cette liberté vient avec beaucoup de responsabilités. Si je suis malade, je n'ai pas de patron à appeler et dire « je suis malade ». Il n'y a pas d'argent qui rentre cette journée-là parce que je ne travaille pas. Les gens qui sont fonctionnaires, je peux en parler parce que toute ma famille est comme ça, vacances payées, fonds de pension, c'est géré, ils n'ont pas d'inquiétude. Quand ils vont avoir tel âge, ils vont avoir tel montant, c'est très stable, c'est très ordinaire, c'est pas rempli de risques, c'est à tous les jours pareil. Mais moi, il m'est arrivé un pépin, puis j'ai perdu la fin de mes contrats. C'était le temps de ramasser d'autres contrats, puis ma mère est décédée. Oublie ça, il n'y a pas d'argent qui rentre. Kathleen, elle ne peut pas travailler. Si je serais fonctionnaire, je serais sur des assurances, je n'aurais pas à m'inquiéter de ça. La liberté et cette autonomie vient à un haut prix. OK. Il faut juste Donc, en avoir conscience. C'est pas l'élément central de toute façon, la liberté. C'est une des conséquences, quelque part, comme ça peut être aussi gagner peut-être plus d'argent, parce que Ça vient avec globalement, cette liberté. on n'est pas limité à un salaire qui a été défini par quelqu'un d'autre. Je vous donne un exemple. Mon fils, il dit « Maman, franchement, là, pourquoi dans les 6 derniers mois, tu as travaillé 80-90 heures, là, puis là, ça fait 2 semaines que tu ne travailles pas. » Ça, c'est dans ses mots, c'est juste qu'il ne voit pas que je travaille. Là. Il a quel âge? Mais il a quand même vu que j'ai travaillé de façon intense pendant quelques mois, beaucoup plus que maintenant, puis le stress de maman était plus élevé pendant tant de temps. OK. Puis il a 16 ans. Fait que, tu sais, c'est pas un petit, il en a connaissance. Fait qu'il m'a basculé. Mais pourquoi tu as pris ce contrat? Pourquoi tu n'as pas attendu maintenant pour le prendre? Puis là, tu ne choisis pas toujours quand tes clients viennent cogner. Puis quand que tu dois faire le double du travail, tu dois le faire. Tu dois mettre de l'argent de côté pour dire, bon, ben là, après ça, je retombe à mon salaire normal. C'est une gestion complexe qui vient avec des avantages. Mais il m'a basculé, bien, pourquoi tu ne vas pas prendre une job à 300 000 par année au lieu de faire ça? Maman, ça serait beaucoup plus stable. Puis j'ai dit, tu veux que je meure? Je ne pourrais pas venir te porter à l'école aujourd'hui. Là. Je ne pourrais pas avoir ce temps-là avec toi. Oui, et puis il y a aussi cette notion de construction. Hein, je pense qu'on a tous aussi choisi quelque part cette vie parce qu'on a envie de construire des choses. Quand tu évoques résoudre des problèmes, moi par exemple, ça a toujours été mon cas aussi, c'est quand je vois un problème d'utilisation d'une technologie, on va reparler de l'intelligence artificielle parce que c'est un thème qui nous touche tous et qui va finir par toucher finalement tout le monde, puisqu'on est quand même à un point de basculement avec cette nouvelle ère, entre guillemets, de l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, par exemple, l'intelligence artificielle, pour certains, c'est un gros problème. Et pour d'autres, c'est un outil fantastique qui va résoudre des problèmes. Et je pense qu'on a aussi, en tant qu'entrepreneur, en fonction de nos parcours, nos expériences et des rencontres, on n'a pas parlé de ça, mais je pense qu'on est tous constitués de rencontres sur lesquelles on peut raconter des anecdotes. Je suis persuadé que vous avez tous quelqu'un en tête. Si je vous dis quelle est la personne qui t'a le plus inspiré, quelle est la personne qui t'a le plus motivé, quelle est la personne qui par contre t'a tellement frustré, mais qui t'a poussé. Moi, j'ai mon patron, un de mes premiers patrons, je me rappelle, je rentre dans son entreprise. Quelques jours après, je lui fais économiser énormément d'argent parce que je change ses process. Et la seule réponse qu'il m'apporte à ça, c'est qu'il s'achète un cheval et il va commencer à aller se promener avec son cheval
pendant que moi, je faisais son travail. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, on est frustré et on se dit, mais c'est pas possible. Est-ce que ce patron, vous le regardez là, d'un différent œil? Parce que moi, ça, là, de dire mon patron fait de l'argent sur mon dos, je l'ai déjà entendu. Puis Non, la c'est- personne qui c'était pas ça. travaille à ce moment-là ne comprend pas le risque de l'entrepreneuriat, les investissements, tu sais, puis Ben, que, écoute, je que vais- ça fait peut-être 5 ans que ce patron-là s'arrache les cheveux, puis que là, tu es venu parce qu'il a choisi la bonne personne, puis là, il se permet un petit peu. Peut-être. Tu sais, je veux dire, le patron m'a fait de l'argent sur mon dos, là. C'est Non, c'était même pas, syndrome c'était même pas des- dans cet des esprit-là. générations Puisqu'en qui s'en fait, viennent. si tu veux, ce qui s'est passé après, on était dans le domaine de l'imprimerie, donc du papier. Et moi, je m'intéressais de plus en plus au digital. Hein. J'ai fait mon premier site en 94. Et quand je lui montre ce que ça va devenir, en lui disant, écoute, maintenant, j'ai passé du temps à travailler là-dessus, je pense qu'il va falloir qu'on y réfléchisse. Et qui me dit, bah, écoute, c'est super ton truc, mais moi, j'y crois pas. Moi, je viens d'acheter une nouvelle imprimerie. Et ça a été l'élément déclencheur chez moi qui a dit, bon, ben, ciao. Je vais m'en vais. t'acheter. Non, je m'en vais, je te laisse faire. J'ai quitté à ce moment-là, je me suis lancé en indépendant, mais c'est grâce à lui quelque part. Parce que d'une part, il y a eu des petits signaux comme ça qui ont... Hey gars, t'es gentil, ça fait une semaine que je suis là, je te change tes process, tu les avais pas vus, je te fais économiser de l'argent, super. Tu t'achètes un cheval, moi ça me fait super plaisir. Mais après, je me retrouve tout seul. C'est-à-dire que globalement, il ne m'a pas aidé davantage à développer son business. C'était moi qui faisais développer son business. Et au bout d'un certain temps, effectivement, tu te dis, bah, écoute, tu pourrais être mon employé à la fin. Et je ne te raconterai pas l'histoire derrière tout ça, mais effectivement, c'était son objectif. Et moi, ça ne me dérangeait pas. Donc à la fin, il y a des gens comme ça qui nous poussent sans le vouloir, et d'autres qui vont nous inspirer parce qu'ils ont un parcours extraordinaire. Parce que vous avez des moments comme ça dans votre vie, et c'est pour ça que je reviens au narratif, qui est pour moi l'effort de se rappeler d'événements qui, sur le coup, nous paraissent peut-être anodins, mais qui nous ont marqués dans notre parcours d'entrepreneur. Tu as des exemples comme ça? Justement, je voudrais revenir sur ta première question, sur qu'est-ce qu'on dirait à quelqu'un de plus jeune que nous. Je n'ai pas de regrets non plus sur mon parcours. Simplement, il y a des choses que j'ai comprises qu'il faut pouvoir transmettre aux jeunes. Par exemple, on nous apprend les choses en séparé à l'école. Déjà, on nous sépare par les religions. Alors moi, dans ma famille, il y a plusieurs religions et c'est très, très problématique parce qu'on fait croire aux gens qu'ils sont supérieurs aux autres dès le départ et on fait croire qu'ils vont être sauvés et les autres non. Et en innovation, on est obligé de créer une religion commune. Et donc, c'est très, très important de créer des technologies qui intègrent les savoirs, les coutumes, les cultures des uns et des autres plutôt que de rester figés, enfargés dans quelque chose qui nous sépare. Donc ça, c'est quelque chose dans mon enfance dont j'ai pas mal souffert et ça va me permettre de répondre à la deuxième question, c'est qu'au lieu de nous amener à aller vers les autres, on nous sépare par la culture, par l'histoire, par une forme d'état de fait du passé dont on n'est pas du tout légitime. Une guerre, par exemple, qu'on aurait gagnée ou perdue, et à cause de ça, on devient des perdants ou des gagnants. Et donc, déjà, s'apprendre à aller vers les autres, peu importe leurs origines, leur religion, leurs croyances, parce qu'on est tous prisonniers de croyances. On nous fait croire qu'être athée, par exemple, c'est ne pas avoir de croyances. On nous fait croire que dans la théorie de l'évolution et la théorie de la création, on ne peut être que l'un ou l'autre, et pas l'un et l'autre. Alors que sans création, il n'y a pas d'évolution, sans évolution, il n'y a pas de création. Donc on nous sort Darwin pendant je ne sais combien d'années, etc. Et donc même Darwin a changé d'avis plusieurs fois dans sa vie, ça on ne nous en parle pas, suivant le... Bah non, voilà. Dans le narratif, ça ne marche plus. Tu prends quelqu'un près de sa mort ou au début de sa vie, il ne dira pas la même chose. Exactement. Et ça, on ne va pas l'interroger au bon moment de sa vie. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est l'apprentissage qui est lié. On nous sait partout, les mathématiques, la comptabilité, l'histoire, la géographie, tout est lié. Donc le premier conseil que je donnerais, c'est d'apprendre quelque chose sur la durée dans son ensemble, pour que tout paraisse logique et intriqué. Dans l'IA et le quantique, quand on sépare les parties
et les interactions entre les parties, on ne comprend plus ce qui se passe. C'est pour ça qu'on prend des outils technologiques d'IA holistiques pour tout prendre dans son ensemble et essayer de nous apprendre des lois que nous, on ne peut pas comprendre. Puisqu'on n'a que 2 yeux et on comprend 2 dimensions ou 3 au maximum, si on est un génie, 9. Pourquoi, si la problématique c'est 500 variables simultanées ou 5000, on devrait être capable de le comprendre. Donc comprendre sur des temps longs quelque chose de complexe, c'est la première chose qu'on pourrait dire aux enfants, surtout qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie, qui se sentent totalement imparfaits, qui ont l'impression de servir à rien. Ben justement, la plus grande chance que tu as, c'est de ne pas savoir qu'est-ce que tu vas développer sur la durée, avec tes faiblesses et tes forces, pour devenir quelqu'un d'incontournable plus tard. Et la chose aussi qu'on ne nous apprend pas, c'est à exister. On a la culpabilité d'exister. Donc par exemple, avoir un point de vue différent, on n'a pas le droit de le dire. Sinon, dans notre famille, ça va créer des problèmes. Dans une réunion avec des collègues, ça va créer des problèmes. Et donc ça, c'est très... il faut s'apprendre. Et surtout si on est introverti, moi je suis un introverti, caché, refoulé. Ça se voit, hein. Ça, c'est travaillé. C'est extrêmement travaillé. Pour moi, rien n'est facile. Rien n'a jamais été facile. Ça a l'air parfois, mais ça n'a jamais été le cas. Être là maintenant, ce n'est pas facile pour moi. Et donc, merci de me permettre de le faire. Mais les introvertis aussi ont souvent la peur d'exister. Alors, ils restent dans une pièce, ils écoutent et ils n'osent pas intervenir. Il y a un livre de Susan Cain qui est très intéressant là-dessus, sur la force des introvertis. Eh bien, les introvertis, si on regarde les gens très importants dans le monde, il y en a des tas. Donc, on n'est pas obligé d'être quelqu'un qui tire la couverture sur lui ou sur elle pour avoir un pouvoir intéressant. Je crois qu'on peut développer un leadership positif, altruiste, et être capable de faire des projets qu'on n'imagine même pas, plutôt que de s'avantager, de croire qu'on est supérieur aux autres. Le nombre d'entrepreneurs qui me disent « je suis le seul à faire ce que je fais dès le départ dans une pièce », jusqu'à ce qu'on les amène à leur dire « je suis le seul à faire ce que je fais de la manière dont je le fais ». Ah, mais est-ce que la manière dont tu le fais, ça te rapporte 100 000 $ ou 100 millions de dollars? Parce que moi, je vais préférer aller voir celui qui a 100 millions de dollars, pour différentes raisons. Parce que lui, il aura réussi à vendre à plein de monde. Ça veut dire qu'il aura créé un consensus commun. Ouais, sans oublier que peut-être que la manière dont il fait aujourd'hui a déjà été testée 10 fois et que ça n'a jamais marché. Exactement. Donc, et je crois que les moments dans la vie qui nous construisent, il y a des gens, par opposition, par exemple, des gens qui ont refusé d'exister, des gens qui ont refusé de construire, qui ont refusé de créer des ponts. J'en ai eu pas mal autour de moi. C'était des séparatistes pour plein de raisons. Et quand je vois sur les temps longs de leur vie ce qu'ils ont réellement construit, je ne vois pas grand-chose. Quand j'analyse ma famille sur des temps longs, sur plusieurs générations, ou des entreprises sur des temps longs, on voit qu'il y a eu des momentum très importants et les gens avaient le pouvoir à ce moment-là de rassembler ou de diviser. Ils ont préféré diviser, s'avantager et croire qu'ils avaient raison. Donc il y a une croyance qu'on a toutes et tous, c'est croire qu'on a raison. Et je pense qu'il faut vérifier avant, dans le marché, quelle est la raison. Et puis aujourd'hui, dans l'actualité, il y en a qui pensent avoir raison. Et Voilà. qui Mais divisent. on peut avoir raison dans les yeux qu'on a dans ton À un instant discours. T, Dans en ton plus. discours, Tout tu à fait. parles beaucoup de la zone grise et les différentes perceptions. Bon, je vais inventer un mot. Ça s'en vient. Un petit mot, Ça s'en vient. Ça s'en perception, vient. ça ira, c'est bien. C'est très bien. Et quand on porte les yeux d'un investisseur, on a la vérité à ce moment-là. Ouais. Sauf que quand on porte les yeux de l'entrepreneur ou les yeux du client, la vérité est tout autre. Et donc, la façon qu'on regarde le produit, le problème, la situation, c'est sûr que si on se replie sur soi-même et on croit qu'on a raison, là, ça va diviser. Si on prend le temps d'écouter, d'être curieux, d'aller chercher, là, on Est-ce que obtient. ça veut dire que l'entrepreneur, il doit être un peu schizophrène et avoir la capacité comme ça de changer de rôle régulièrement? Schizophrène ou empathie, hein? Peut-être empathique, ce sera peut-être... Non, mais c'est Mais pas moi, une j'aime bien qualité, c'est le- pas une qualité facile dans notre monde Ah non, d'aujourd'hui. mais c'est Avec sûr. les algorithmes de tous les médias sociaux, avec les clips de 15 secondes, avec l'attention qui raccourcit, Oui. essayer de, premièrement, avoir une propre réflexion qui est nourrie d'une réflexion autre que j'ai eu 15 secondes 10 000 fois par un algorithme, c'est déjà dur. Fait que commençons par travaillons sur notre perception, qu'elle est construite comment notre perception. Tout à fait. Après, on peut penser à aller chercher les autres Mais tu vois, perceptions. c'est- Juste en être conscient, au moins, c'est un bon début. Tout à fait.
Tout à C'est fait. super intéressant parce que, et c'est ce que moi je revendique avec le narratif, excusez-moi d'y revenir régulièrement, c'est qu'en fait, moi ce que j'encourage auprès de tous les entrepreneurs, c'est de prendre le temps de prendre des notes, d'écrire ça, d'écrire ce que tu dis là, de noter quelque part. Alors il y en a qui sont plus à l'aise avec l'écriture et qui vont prendre le temps. Moi j'ai souvent écrit ma pensée du jour, ma pensée de ce moment-là, pour pouvoir la confronter plus tard et me rendre compte que j'ai changé d'avis. Parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, notre avis, il évolue dans le temps, au fil des rencontres, au fil des choses auxquelles on est confronté sur les réseaux sociaux, on lit un article, on voit une interview, etc. C'est tous des moments qui vont nous faire évoluer dans notre perception, comme tu le dis. Et ce qui est important dans le narratif, moi ce que j'invite tout le monde à faire, c'est à prendre le temps de se raconter. Pas raconter forcément juste sa vie, mais noter ces moments importants dans sa vie d'entrepreneur, ou faire même l'effort de revenir sur son parcours. Parce que c'est super important de se rappeler d'où on vient et quels sont ces petits événements qui ont fait qu'on est l'entrepreneur qu'on est aujourd'hui. Mais on ne sera plus le même demain, dans 1 an, dans 10 ans. Donc avoir la capacité de revenir en arrière et de noter comme ça, peut-être au quotidien, de manière hebdomadaire ou mensuelle, ce qu'on a fait, ça devient un outil même à transmettre. Ça devient un outil pour nous. Ça nous permet aussi de nous projeter. Vous avez entendu parler de, OK, aujourd'hui, projetez-vous dans 5-10 ans. C'est quoi le futur désiré, le futur craint et le futur probable de votre projet? Ah, moi, je déteste ça. Tu peux peut-être détester, mais Ah, c'est non, non, super mais intéressant de se Peut-être, mais projeter. moi c'est pas une stratégie que j'utilise. Puis moi, je pense que Toi, tu es plus il va au jour avoir le me jour. joindre. Non, pas au jour le jour. C'est de dire que si tu es trop ancré dans ce que tu veux être dans 1 an, tu vas manquer toutes les innovations qui se font à une vitesse tellement extraordinaire que tu vas avoir fait ton plan pour dans 5 ans. Puis là, tu dis, oui, mais mon plan. Puis tu crées un ancrage dans ton cerveau sur ce plan et tu inconsciemment élimine les côtés qui peuvent blesser ton plan où tu t'en vas parce que ta réussite est basée sur l'accomplissement de ton plan et non pas sur tes expériences, tes apprentissages. Je ne fais pas le jour, mais je ne fais pas la seule chose que je fais comme plan de 5 ans, c'est que je vais être entrepreneur d'ici 5 ans. OK. C'est la seule chose que je te dis. Quand tu es Sinon- entrepreneur, à un moment donné, il faut bien que tu aies un focus. Tu te dis... Faire de l'argent. Hein? Faire de l'argent. OK. Pour faire de That's my l'argent, bottom line. l'argent, non, mais tu as c'est parce bien que, des pour étapes. vrai, à- Non, mais on est dans un monde qui se bouscule. Non, mais on est d'accord. Moi, je travaillais, j'enseigne le blockchain, Bitcoin dans mon entreprise, dans des écoles. Grâce au DigiHub et l'émission économique, j'ai rencontré maintenant qui s'appelle Généria, mon entreprise que je suis actionnaire, qui est en intelligence artificielle frugale, locale, les données. Si j'étais, il 3 ans, parce que pour moi, l'intelligence artificielle a commencé, peut-être, en tout cas avec Midjourney, les premiers Midjourney, c'est là, le premier Midjourney. Je pense que le premier ChatGPT, là, il faisait à peu près rien, puis j'en shakeais. Mais moi, là, j'étais dans les crypto-monnaies, j'étais dans le Bitcoin. Puis si j'avais fait un plan pour les 5 prochaines années, j'aurais dit « Ah, c'est cool, ça va être un outil que je vais utiliser. Tu sais, puis j'aurais continué dans la même lignée, puis j'aurais pas accepté la chance d'embarquer avec 2 ingénieurs français pour faire de l'intelligence artificielle. Fait que pense mon pas. plan, sur 5 ans, c'est tellement rigide, ça revient à de la normalité de fonctionnaire. Ah ouais, Non, tout à mais fait. je pense Ah ouais, que- tout à fait. Allez, on fait un budget sur 3 ans, puis Ah on ouais. part là-dessus. Ouais. Ah non, toi, tu rentres pas dans mon budget. Tu sais, Ouais, ouais, tout à fait. c'est On est d'accord. rigide dans On est l'entrepreneur. d'accord Faut pas... sur le fonctionnement. Après, la projection peut ouvrir des champs des possibles que tu n'imagines pas. Et on l'a tous fait. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Faire des tableaux Excel, on l'a tous fait à un moment donné. Si tu accompagnes des entreprises, les prévisionnels,
qui font Ouais. des chiffres hallucinants. Les grands multiples, ouais. On l'a tous fait. Hein. Par contre, ça permet à un moment donné de se dire aussi, est-ce que c'est vers ça que j'ai envie d'aller? Et peut-être qu'en se projetant, on se rend compte qu'on n'a pas envie de faire ça. Et en se projetant, on peut commencer à imaginer des futurs possibles qui peuvent Mais être super ça n'a intéressants. pas rapport avec mon entreprise. Ça n'a pas rapport avec mes projets. Je ne me projetterai pas là-dessus. Ça a rapport à comment je veux vivre. Exactement. Mais c'est de ça que je parle. Hein. OK, C'est fait pas qu'on- forcément de ton projet entrepreneurial, c'est toi, tu as envie d'aider quoi, de t'ouvrir à quoi. Les chambres de commerce, là, présentement, si un entrepreneur se présente à une chambre de commerce, là, il va lui faire un plan d'affaires. Ça Il va, lui existe faire encore, hein? il va lui faire faire un... Oh non, c'est peut-être raccourci au Business Canva, Ouais. OK? OK. Puis il va lui faire ça. Il va lui faire des projections sur les clients. Il va lui faire un 12 mois d'entrée et sortie et tout ça. Je défie n'importe quelle chambre des commerces de me montrer un entrepreneur 1 an après qui a suivi ce plan puis qui a réussi. On est bien d'accord. Mais Et même créer le plan. Je veux dire, il faut se lancer, il faut avoir un premier projet, premier contrat. Tu sais, tu peux faire des plans sur la comète, je peux te pondre des documents comme On est à bien l'école. d'accord. Et maintenant, c'est encore plus facile, je vais utiliser Grok, puis oublie ça, moi, je passerai 5 minutes à faire ton plan. Mais je vais te prouver que j'ai réfléchi. Mais la réalité, c'est d'aller travailler avec Yvan. La réalité, c'est de m'impliquer au niveau du DigiHub, de rencontrer mon collègue à ma droite aujourd'hui. Ça, c'est la réalité. La réalité, c'est « Ah, j'ai un besoin, je l'écris dans ma communauté. » Je dis « Ah, Yvan, tu vas faire de la numérisation pour mon nouvelle entreprise. Parfait, on se connaît. Les affaires se font entre personnes, exactement. pas entre Puis- plans, Ah non, mais ce que pas tu as- entre Ce entreprises. que tu décris aussi, en plus, c'est la différence entre la gouvernance matricielle, où on prévoit tout, et l'organicité. Et l'organicité, l'aléatoire, dépasse souvent le matriciel. Exactement. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire une rencontre inopportune nous ramène, ou la sérendipité d'ailleurs on le dit souvent, on cherche autre chose et ça nous ramène à ce qu'on faisait mais en plus puissant. On peut trouver autre chose sur la route de plus puissant que ce sur quoi on allait. Alors, il nous reste 5 minutes. Je constate Je suis que devenue animée. la sauce a Oh bien là là, t'es pris. venu me toucher. Et j'aime beaucoup cette capacité qu'on a tous de rebondir. Alors, rapidement, ce qui serait intéressant, c'est qu'on fasse un petit peu le tour de votre actualité. Aujourd'hui, vous faites quoi? Kathleen, on a compris. Generia, formidable entreprise du DigiHub, qui a l'ambition de devenir l'IA souveraine la Elle plus est frugale. déjà. L'ambition, elle l'est déjà. On n'est pas dans l'ambition, on n'est pas dans le... Elle a déjà été choisie par un pays africain. Elle est déjà très bien placée. Elle fait très bien son travail. Je veux dire, on n'est pas dans l'hypothétique. Elle existe. Elle fonctionne. Elle a des contrats. On avance. C'est quoi l'ambition? Faire du pognon. Ah! Mettons, à court terme, la difficulté de toute entreprise d'intelligence artificielle, c'est qu'on se bat contre... Bien, Generia, ce n'est pas les compétiteurs principaux, mais cet outil est arrivé sur le marché comme l'Internet est arrivé sur le marché rapidement. Les gens ne savent pas l'utiliser. L'humain est ancré dans ses habitudes. Elle se lève le matin, l'humain fait telle affaire, va travailler. Pourquoi tu fais ce document? Parce que je le fais toujours à 8 heures le matin. Et pourquoi tu utilises cet outil? Parce que ça fait des années que j'utilise cet outil. Et l'intelligence artificielle a une itération d'outils, de capacités sur un cycle tellement rapide que ça bouscule l'humain dans son day-to-day et ça fait qu'il ne veut pas l'utiliser ou qu'il ne sait pas comment l'utiliser. Fait que pas l'ambition, le défi, le problème que j'ai à régler en tant qu'entrepreneur, c'est de réussir à convaincre quelqu'un que je m'assieds à côté puis de dire « Écoute, tu ne vas pas perdre ton emploi, c'est juste que ta vie elle va être meilleure puis on va t'utiliser à créer et à réfléchir à des problèmes. » Puis ça, pas tous les humains veulent faire ça. Mais ça, c'est mon défi. Mon défi, c'est de dire « Ville de Shawinigan, tu as besoin d'intégrer l'intelligence artificielle souveraine, canadienne, éco-friendly, avec un empreinte quasiment carboneutre si on achète les crédits parce qu'on est capable de calculer notre empreinte carboneutre, qui intègre non seulement tous les grands langages de modèles et l'Internet au complet qui est
présentement plus les États-Unis, qui revient à le point de vue américain bias. Aussi, d'éduquer les gens, de dire ce qui sort de ChatGPT, là, c'est gauchiste, c'est droitiste, c'est de quelle politique, c'est de quelle religion, c'est de quel côté. Et il y a un œil critique en tant qu'humain, c'est pas juste l'intelligence artificielle a dit ça, donc je l'écoute. Et ils ont une critique de comment ça sort. Et là, pardon, je suis partie sur ça. Mais je veux dire, et intégrer tous les documents qui sont cachés et à l'abri de ces modèles-là. Donc, des documents internes sur les lois, internes sur les procédures, internes, qui peuvent venir être intégrés. Et là, tu as un modèle puissant qui peut te dire quand est-ce que, tu sais, quelqu'un qui tape, parce qu'on s'en va vers les intelligences artificielles au lieu de les Google. C'est comme on est en train de vivre le changement. On a vécu le changement des pages avec 10 000 liens à un Google Search. Là, on est en train de vivre le changement plus de Google Search où on trouve la page puis on cherche l'info, à c'est une intelligence artificielle qui va nous donner la réponse tout crue. On n'ira même pas fouiller sur les pages Internet de les villes, de les entreprises et autres. Mais pour que ça fonctionne, il faut que tu prennes Généria, il faut que tu t'assises avec moi, il faut que je te montre comment ça fonctionne, puis que tu vas embarquer, tu vas être une des premières villes à embarquer, puis que ton citoyen va dire quand est-ce mes poubelles? L'intelligence artificielle, c'est quoi ta rue? Moi, j'habite ici. Ah, tes poubelles brunes sont de telle date, tes poubelles vertes sont. Ouais, mais pourquoi? Ah, il y a eu un conseil d'administration qui a discuté ça parce que telle affaire. Et là, tu viens de te libérer Donc, toutes tes agentes pour les gens qui pleurent parce qu'ils ne veulent pas payer leurs taxes parce que c'est rendu trop haut. Bien, tu géreras l'humain Donc, ton au lieu de défi, gérer c'est l'information. la compréhension du grand public à l'intérêt d'utiliser l'intelligence artificielle versus des habitudes d'usage qui sont Je le vois là plus depuis comme des années, quoi. la vague, elle s'en vient. Là. La vague est immense. Là. Ici, sur le divan, on voit qu'on le sait que ça s'en vient. Puis tout le monde va se faire ramasser puis manger du sable s'ils ne sont pas en train de nous écouter puis nous appeler. Yvan, tes Elle a tout défis dit. du moment? Elle Elle a tout dit. Le pauvre. Si on fait un calcul par une intelligence artificielle pour savoir les temps de parole, je suis curieux de voir. Yvan, toi, tu es en queue de peloton. C'est quoi tes défis du moment? Les défis du moment, là, c'est vraiment d'éduquer les utilisateurs, les OK. gens. Les gens, Kathleen l'a dit, sont vraiment pas au courant de ce qui se passe. C'est impressionnant. À tous les jours, je suis avec des entrepreneurs. Je vends ma technologie, je les éduque à l'utiliser, mais encore là, je vois que ça manque énormément. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Et ça, on va devoir, si on veut, s'assurer que les gens prennent la vague sans se noyer. Et là. pas en pleine face. Oui. Ça va prendre vraiment un bon plan. Il va falloir qu'on discute ensemble, les entrepreneurs en technologie, pour pouvoir faire embarquer de façon constructive les utilisateurs. Parce que là, Ça passe par les usages. Ouais. Tout à Avec fait. justement tout le recul que je peux avoir dans ce domaine-là, c'est les gens ont besoin de voir à quoi ça sert. On peut venir avec toutes les théories en leur expliquant plein de choses et en plus ils sont confrontés aux médias qui comprennent qu'à moitié. Ils sont face à tellement d'informations que on verra. Et effectivement, comme tu le disais Kathleen, on n'a plus le temps. Ça va tellement vite que on va être confronté à ça. Et je pense surtout à nos jeunes. Aujourd'hui, quand je vois moi mes enfants à l'école, on ne parle pas d'intelligence artificielle. C'est une catastrophe de se rendre compte à quel point Je n'avais pas réalisé ça. on se voile la face à l'école. On n'en parle pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Homeschool. Hein? Sortez vos enfants de l'école. Non, mais Oula, je sens qu'on va avoir un deuxième épisode. Alors, on arrive à la conclusion. Oui, alors Olivier, moi je représente ton défi. des projets de développement économique parce que je considère que pour influencer l'innovation, il faut du développement économique, donc avec des organisations publiques d'influence Qui font de l'argent. sur plusieurs pays et éventuellement, oui. Et donc il y a une organisation qui est présente dans 60 pays dans le monde. Si un jour vous êtes intéressé pour faire des projets pilotes dans certains pays, n'hésitez pas.
Je représente des projets technologiques dans le deep tech, par exemple l'authentification par les ondes cérébrales. Ça, c'est une finalité dans la cybersécurité. Donc, on est dans des projets comme ça de cybersécurité, un LinkedIn de la cybersécurité qu'on va implanter ici entre l'Europe et le Canada, les États-Unis. En sens inverse aussi, on a créé un consortium québécois qu'on a implanté dans le Grand Est. Ça, c'est mon projet de cœur, le Grand Est. J'ai tout lâché finalement de cette région-là pour devenir ce que je suis devenu. Ça m'a pris 17 ans seulement. Hein. Donc la bataille de persévérance, je propose à tout le monde C'est le marathon. d'attendre longtemps parce que ça vaut le coup. C'est un honneur de représenter cette région aujourd'hui. Et donc le consortium qu'on a créé, on a mélangé des religions différentes. Blockchain, cyberdéfense, legal tech et impartition TI. Et la région Grand Est veut s'incarner comme une posture de résilience économique dans les enjeux États-Unis-Canada. Si on veut atteindre la France, dont Paris, la région Grand Est qui a plus de 1500 groupes industriels, qui est dans le quantique, qui est dans le développement durable, et en même temps toucher le Luxembourg, l'Allemagne, la Belgique et la Suisse, soit 50% du PIB européen dans un rayon de 500 km, on est là pour ça, pour aider à développer cette troisième voie entre le Québec et la France. Merci à tous les trois. Je suis ravi d'avoir fait ce premier épisode de podcast avec vous. J'espère qu'on aura encore plein d'histoires à raconter pour les entrepreneurs de la région, voire au-delà. J'en ai pour 35 ans, moi, d'histoire. Fait que- Et viennent au DJ. ce que je vous invite à faire, c'est à identifier la prochaine personne qui va venir raconter son histoire sur ce plateau. Merci à vous. Merci, Merci. Mickaël. Ça vous Là, va? tu veux qu'on te nomme quelqu'un à venir? Ouais. OK, Philippe Nadeau, j'ai fait. Ça, t'as triché parce que je l'avais déjà mis dans la liste. Ah non, mais tu m'avais pas dit qu'il y avait une liste exclue. Moi, j'ai